Bonjour tout le monde, je m'appelle Sonia Boskov, je suis associée en recherche et évaluation au Centre des connaissances futures. Bienvenue à ce webinaire qui s'inscrit dans notre série sur les solutions en matière de compétences. Aujourd'hui, nous allons parler du secteur de la santé au Canada. Pour nous situer aujourd'hui, je vais commencer par reconnaître que je me trouve actuel sur les territoires autochtones traditionnels et actuels de nombreuses nations qui comprennent les Huron-Wendat, les Haudenosaunee, les Anishinaabe et les Mississauga de New Credit. Les traités concernant ces territoires comprennent le pacte de la ceinture Wampum, faisant référence au concept du bol à une seule cuillère. Je voudrais également reconnaître que nous nous reconnaissons sur les territoires traditionnels de nombreuses nations autochtones qui assurent la garde de ces terres et de ces eaux depuis un temps immémorial. Je vous encourage, vous qui participez à ce webinaire, à saisir dans la boîte de dialogue les terres depuis lesquelles vous vous joignez à nous aujourd'hui. Merci. Avant de commencer, je voudrais également vous inviter à participer avec nous ce jeudi 14 mars de 12 heures à 13 heures à un webinaire mettant en jeu le partenaire Accès à l'emploi, Cam User, qui est vice-président associé des services et du développement des programmes à Accès, va partager des aperçus du programme visant à soutenir les professionnels de la santé formés à l'étranger à s'y retrouver dans le système de santé canadien. Quelques points à l'ordre du jour tout d'abord. Le webinaire est prévu pour 60 minutes. Nous allons commencer par une présentation du Diversity Institute pour orienter notre discussion. Ensuite, nous allons ouvrir une discussion en table ronde et puis une période de questions mettant en vedette les plus récentes recherches dans le cadre de projets financés par le CCF. Je vous rappelle que cette séance est enregistrée et que l'enregistrement sera mis à votre disposition de toutes les personnes qui se sont inscrites. Nous encourageons la participation de l'auditoire. N'hésitez pas à utiliser la fonction de dialogue pour commenter et la fonction de questions-réponses pour poser des questions. Le bouton questions-réponses se trouve au bas de votre barre d'outils Zoom, ce qui nous permet d'assurer l'interactivité de la séance. Cet événement est bilingue. Si vous voulez sélectionner la langue, vous pouvez cliquer sur le bouton Interprétation au bas de votre écran et puis sélectionner soit anglais ou français. Je suis très heureuse de présenter la première intervenante de notre présentation, la présentation d'ouverture. La professeure Wendy Sukir, professeure en entrepreneuriat et innovation à la Ted Rogers School of Management et fondatrice de l'Institut de la diversité. Merci. Merci. C'est un véritable plaisir de me trouver parmi vous. Je vais m'efforcer d'être brève et de donner un petit peu le diapason en présentant les recherches et les projets que le Centre des compétences futures anime depuis quelques années. Je voudrais également approfondir certaines des questions relatives à l'adoption de l'IA, pas simplement les autres questions de chaîne d'approvisionnement. Il n'étonnera personne dans l'auditoire comme dans le panel que le Canada doit relever des défis importants au niveau du vieillissement de la population. Pas seulement parce que les généralistes et les spécialistes prennent leur retraite, c'est parce que, au fur et à mesure que nous vieillissons, la demande de soins de santé augmente. Les pénuries projetées de personnel en santé sont considérables, nous y reparlerons. Il y a également des pressions budgétaires, les dépenses de santé augmentent et les investissements gouvernementaux diminuent. Il y a donc un vieillissement de l'infrastructure, des établissements de soins de santé de longue durée s'effondrent autour de nous. Euh,
les tentatives qui ont été faites jusqu'ici ne sont pas parvenues à assurer la transition de ce secteur au XXIe siècle. Il y a également toute une série de changements au niveau technologique euh, en ce qui concerne les technologies de soutien. Or, notre infrastructure numérique et nos compétences numériques demeurent, demeurent faibles par rapport à d'autres pays industrialisés. De fait, le Canada, ah, si l'on compare notre système de santé à d'autres pays industrialisés, est de plus en plus en perte de vitesse. Quand on considère spécifiquement les pénuries de main-d'œuvre, il y a eu une certaine croissance dans les possibilités d'emploi, mais le nombre de postes vacants dans le pays est très considérable. Dans certains secteurs, sont touchés plus durement que d'autres. Il y a également une dépendance de professionnels formés à l'étranger euh, qui euh, doivent donc relever le défi attribuable à des changements intervenus dans une période très courte. Après la COVID, plusieurs personnes ont quitté le secteur pour des raisons d'épuisement parfois, et nous savons également que l'un des défis reliés au recrutement de professionnels formés à l'étranger, beaucoup sont rationalisés, beaucoup d'entre eux ont des expériences de discrimination au milieu de travail, mais également au contact des patients. C'est particulièrement le cas dans les établissements de soins de longue durée. Alors, où se trouvent les opportunités? Il faut songer au secteur de la santé au niveau systémique. L'un des défis que nous avons, bien sûr, c'est le fédéralisme et la façon dont la responsabilité est fragmentée. Mais quand on songe aux soins de santé, il ne s'agit pas uniquement de la pénurie d'accès aux médecins généralistes, même si cela constitue de toute évidence un problème. Ce sont également les investissements dans la santé publique et dans la prévention, l'accès aux soins spécialisés, aux soins de courte durée et d'urgence. Je ne sais pas si vous avez eu l'expérience d'attendre 24 heures ou davantage dans un service d'urgence en milieu hospitalier. Et bien sûr, en vieillissant, je m'intéresse particulièrement aux soins de longue durée, aux soins palliatifs et aux soins à domicile. Tous ces éléments comportent des difficultés. Quand on considère au plan mondial certaines des pratiques exemplaires qui ont été identifiées et certains des projets qui font l'objet d'expériences au Canada, nous savons que la formation modulaire, c'est-à-dire de petites unités de formation qui peuvent être extrêmement utiles pour euh, l'acquisition de euh, compétences nouvelles. L'apprentissage intégré au travail est essentiel. Bon nombre de nos professions réglementées dépendent de l'accès aux résidences, aux placements et ainsi de suite. Certains pays trouvent des façons innovantes de répondre à ces exigences à un moindre coût. Il y a également des possibilités en matière de prestations d'apprentissage en ligne et hybride. Il y a de nombreux exemples au Canada et à l'étranger. J'ai commencé ma carrière en travaillant avec le réseau de télésanté du nord-est de l'Ontario. Donc, les antécédents d'apprentissage à distance, cette approche innovante pour l'acquisition de compétences nouvelles n'est pas une innovation, mais les technologies permettent actuellement de travailler de façon beaucoup plus abordable et féconde qu'autrefois. Et l'un de nos plus gros problèmes, c'est un problème en particulier au Canada, c'est la reconnaissance des acquis, les processus et les critères de reconnaissance des acquis et de recertification des professionnels formés à l'étranger. Alors, quand on considère tout particulièrement l'intégration au Canada des professionnels de la santé formés à l'étranger, il y a eu plusieurs projets que le Centre des compétences futures a soutenus. Certains ont visé une meilleure compréhension des pratiques internationales en matière d'évaluation des acquis, en matière de contrôle, en matière de type de qualification, de cadre de compétences, et bien entendu, on porte une attention renouvelée à la manière dont nous pouvons rationaliser
l'immigration et la résidence permanente et de profiter de nouvelles possibilités offertes par les progrès de la technologie, non seulement pour la formation, mais encore pour la reconnaissance de titres de qualification. Je n'évoquerai pas l'organisme ou le province. J'ai été choqué d'apprendre, par exemple, que en ce qui concerne la reconnaissance des titres étrangers, beaucoup d'organisations procèdent toujours à des évaluations manuelles, individuelles, plutôt que de chercher des voies pour des établissements approuvés, des diplômés de ceux-ci. Il y a des pratiques intéressantes qui sont en évolution. Mais quand on parle de l'intégration des talents immigrants dans l'environnement mondial, le cas de l'Irlande est probant parce que nous savons que l'Irlande, d'une part, euh, est extrêmement bien classée en ce qui concerne son système d'éducation, un niveau de satisfaction très élevé, un niveau d'accès très élevé, également un des niveaux les plus élevés de médecins et d'infirmières formés à l'étranger. Le pays a pris des mesures très intéressantes pour rationaliser la reconnaissance, l'adaptation, le perfectionnement. Il y a une chose qui m'a frappé, ce sont les exemples d'immigrants qui arrivent au Canada, qui s'inscrivent aux États-Unis afin d'obtenir des titres de qualification américains pour profiter de la réciprocité pour revenir au Canada. Ça n'a absolument pas de sens. Et des personnes aiment bien établir une opposition binaire entre la qualité d'une part et la rationalisation de l'accès aux talents des immigrants. À mon avis, ces éléments ne sont pas binaires car il y a beaucoup d'exemples de cas où des professionnels formés à l'étranger parviennent à un niveau plus élevé que ceux qui sont formés au Canada. L'une des occasions à saisir pour adapter l'offre et la demande, c'est l'adoption responsable de l'IA. Le Canada est un chef de file dans le développement de la technologie, mais est à la traîne dans l'application de ces technologies pour soutenir les interventions, les diagnostics ou même la prise en charge des dossiers de santé. Quand nous nous comparons, encore une fois, nous voyons que nous sommes des chefs de file en matière de développement scientifique et technologique, mais que nous sommes retardataires lorsqu'il s'agit de la numérisation, par exemple. Seulement 29% des médecins peuvent échanger électroniquement des résumés cliniques à l'extérieur de leur propre cabinet. C'est un élément qui est particulièrement notable. Le fait que la plupart d'entre nous pouvons prendre un rendez-vous pour un manucure plus facilement qu'un rendez-vous avec un médecin. Beaucoup d'exemples que nous avons documentés en ce qui concerne les pratiques exemplaires. L'un des projets piloté par UHN envisage des possibilités de l'IA. Je n'entrerai pas dans le détail, simplement pour dire les premières recherches montrent que les outils basés sur l'IA peuvent améliorer le diagnostic, peuvent rationaliser le traitement et peuvent être plus précis que le travail des humains, aussi bien au niveau du diagnostic qu'au niveau de l'aide à la décision clinique. Il y a de nombreux exemples. La chirurgie assistée par robot, les assistants virtuels en train d'infirmiers, les agents conversationnels pour mieux utiliser le temps. Lorsqu'il s'agit de la transformation de l'éducation, il y a d'immenses développements au niveau des agents d'IA. C'est une façon dont on peut créer l'apprentissage expérientiel sans les coûts associés à nos modèles traditionnels. Alors, quand on songe aux priorités de transformation, je sais que les participants dans la table ronde vont en parler plus en détail. Il y a des possibilités énormes de rationaliser le système, euh, par exemple en normalisant les exigences de délivrance de permis, en améliorant la reconnaissance interprovinciale au niveau des fournitures, euh, faciliter l'adoption de nouvelles technologies, même lorsque les institutions
les établissements de santé ou le financement, parfois il est difficile de les adopter. Et enfin, l'équité en matière de santé, pas seulement dans l'accès à la santé pour les groupes visés par les mesures d'équité, mais nous assurer que le système de santé soit équitable dans le traitement des employés et tout particulièrement des professionnels racisés formés à l'étranger. Il y a des possibilités de rationaliser les systèmes avec des titres de compétences euh, euh, encore une fois, il y a des projets intéressants auxquels le CCF a participé. Par exemple, des mesures incitatives pour attirer des personnes dans le Nord, par exemple. Également, la possibilité d'assurer la transition d'un plus grand nombre de personnes dans des professions de premier échelon en forte demande. La réflexion sur de multiples parcours de compétences, le perfectionnement, la transition de professionnels d'une catégorie à une autre afin de redéfinir les postes. On l'a vu par exemple avec l'expansion du domaine de compétences des infirmières pratiques en province de l'Ontario, l'expansion du domaine de pratique des pharmaciens et leur capacité de dispenser des soins. Et par-dessus tout, selon moi, nous devons songer à la façon dont nous pouvons plus rapidement miser sur la technologie en nous concentrant sur les applications à faible risque et en passant ensuite à des utilisations plus cliniques pour améliorer l'accès. Mais cela exige une approche à l'échelle des systèmes. Merci beaucoup et j'ai hâte de participer à la discussion. Merci beaucoup, Wendy. Alors, merci beaucoup. Merci à tous de participer. Tandis que nous discutions, je m'appelle Tricia Williams, je suis directrice de recherche, évaluation et mobilisation des connaissances au CCF. Il y a une reconnaissance, comme tous ceux qui ont des réflexions à l'égard du système de la santé, il y a beaucoup d'expertise. Ma mère était infirmière autorisée. Autour de la table de cuisine, j'entendais des récits de la salle d'urgence, de son quart de nuit. Tout le monde a des expériences personnelles avec les soins de santé. Euh, alors, je crois que nous recherchons des solutions et professeur Soukia, vous avez souligné les défis nouveaux ou de longue date. Nous avons un excellent panel pour nous aider à démêler tout cela. Et je suis très heureuse de vous présenter John Klein, secrétaire trésorier euh, de SEI Healthcare, le docteur de Barcon de Effectif de la Santé Canada et Sohail Patel de Bow Valley College. Le Bow Valley College est partenaire du CCF. Nous avons travaillé avec eux sur des solutions potentielles pour aborder certaines des questions évoquées par le professeur Soucieux. Et nous savons que Effectif de la Santé Canada est un organisme nouveau qui réfléchit à l'effectif du secteur de la santé. Nous sommes très heureux que vous ayez pu être des nôtres aujourd'hui, Debra. Alors, pour commencer, je vais vous demander de vous présenter. Je vous ai nommé, mais de vous présenter et peut-être de nous dire un petit peu ce que fait votre organisation et ce à quoi vous réfléchissez au niveau de la santé. Commençons par vous, John. Bonjour, ça me fait plaisir d'être parmi nous. Merci de m'accueillir. Quelques brefs commentaires sur nous. Je m'appelle John Klein, je suis secrétaire trésorier de SEIU Healthcare. Nous sommes un syndicat de 75 000 travailleurs de la santé sur toute la gamme de la santé en Ontario, de l'Ontario à la Colombie-Britannique. Euh, donc, nos membres, c'est essentiellement des femmes. 92% de nos membres sont des femmes et une proportion très élevée, conformément aux tendances du secteur de la santé, appartiennent à des groupes visés par les mesures d'équité, à des groupes immigrés. En- Outre tout ce que nous faisons, en tant que syndicat de la santé, nous, depuis 2 ou 3 ans, nous nous sommes lancés dans le développement de la de la main-d'œuvre. Nous avons créé un institut de formation qui offre des programmes avec crédit dans les collèges de formation professionnelle et des programmes sans crédit, spécifiquement de concert avec le Centre des compétences futures. Nous avons établi un partenariat pour commencer à prendre en charge le problème des infirmières formées à l'étranger au Canada. Comme on l'a dit dans l'introduction,
Les professionnels de la santé formés à l'étranger doivent faire face à des processus de délivrance de permis longs et fragmentés qui les empêchent d'accéder à la population active, à leur profession pendant des années. C'est ce que nous voyons avec nos membres. Guidés par l'expérience de nos membres et des partenaires employeurs, nous avons créé notre programme de parcours vers la santé qui essaye d'intervenir à tous ces points de blocage et avec une gestion individuelle de cas qui a été extrêmement réussie. Alors, donc, je suis très heureux d'être parmi vous. Je pense que tout cela est sous-tendu par le fait que, bon, le développement de la main-d'œuvre pour les syndicats est tout nouveau dans le contexte canadien. Nos syndicats international, nous sommes membres de SIEU International, 2 millions de membres en Amérique du Nord, a beaucoup d'expérience dans ce domaine qui remonte à 1968. Donc, nous sommes affiliés avec le programme de progression dans les soins de santé. C'est un consortium de fonds de formation et de centres de formation partout en Amérique du Nord qui représente conjointement environ 1000 employeurs et 515 000 professionnels de la santé et autres en Amérique du Nord. Donc, beaucoup d'expérience dans ce domaine. Nous faisons une véritable différence. Ça va être un plaisir d'être parmi vous. Merci, John. Félicitations pour votre syndicat qui songe aux opportunités pour ses membres de se perfectionner et de développer leur rôle. Ça nous fait plaisir de votre partenaire. Souhail, vous travaillez également sur les infirmières formées à l'étranger, mais d'un point de vue différent. Dites-nous ce qui se passe au Bow Valley College en Alberta. Oui, volontiers. Euh, donc, bonjour, je m'appelle Souhail. Je vais peut-être commencer par exprimer ma reconnaissance envers le Centre des compétences futures qui a organisé ce webinaire. Le CCF est un partenaire de longue date et les efforts qu'il déploie dans le domaine du développement de la main-d'œuvre, dans un domaine clé, est très apprécié. L'expérience a été bien accueillie par les personnes qui ont participé à des programmes financés par le CCF et ces programmes ont un impact très important. Mon rôle et mes responsabilités au Bow Valley College, qui est l'un des plus importants collèges communautaires en Alberta, consiste à m'attacher au perfectionnement de talents pour la population active. Notre mission consiste à transformer les signaux du marché du travail en formation basée sur les compétences pour des personnes et des employeurs. En ce qui concerne notre contribution au secteur de la santé, nous faisons plusieurs choses. Alors, le collège lui-même a des programmes de formation formidables dans le secteur de la santé qui inclut des professionnels alliés de la santé, professionnels infirmiers. Et puis, dans mon domaine, nous avons une série de possibilités de perfectionnement très réactives pour les personnes du secteur de la santé qui veulent conserver leur permis ou encore une fois acquérir de différentes compétences au fur et à mesure que la portée de leur travail évolue. Et les professionnels de la santé formés à l'étranger sont un élément prioritaire pour nous dans deux projets spécifiques. Tout d'abord, dans le Centre des compétences futures, nous venons de conclure, on se concentre sur deux priorités clés en Alberta, euh, dans deux domaines. Les soins actifs, surtout dans les milieux ruraux et éloignés, et les soins continus. Les soins continus sont un problème partout. Donc, Donc, nous poursuivons notre travail dans le domaine des personnes venues de l'étranger qui n'ont pas les compétences nécessaires, mais des personnes qui ont des compétences dans le domaine des soins actifs et des soins continus. Comment est-ce qu'on peut accélérer la transition dans le milieu de travail? Un autre projet très, très réussi, euh, de concert avec EDSC, nous avons un programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers des infirmières autorisées. Je crois que nous sommes près de 400 personnes depuis 2 ans et demi qui ont suivi cette filière et qui ont accédé au milieu du travail. Pour l'avenir, pour le collège et en titre de département, nous reconnaissons pleinement les défis qui existent dans le secteur de la santé. Nous parlons aux gens constamment, les employeurs nous parlent de leurs difficultés, des patients potentiels nous parlent de ce que nous faisons pour atténuer ces difficultés
Donc, la création d'un centre d'excellence en santé dans l'avenir sera notre priorité pour combler l'écart dont nous parlons. Merci. Merci beaucoup, Zuhel. C'est vraiment remarquable de songer à les besoins en matière de soins continus. Mais 400, ce n'est pas assez, mais encore, c'est vraiment formidable. C'est déjà formidable. Alors, je vous entends. Debra, nous sommes très heureux que vous soyez des nôtres. Les questions dont nous parlons aujourd'hui, c'est vraiment pourriez-vous nous parler, bon, quels sont les problèmes dont vous entendez parler, les moyens dont vous abordez la question? Merci beaucoup. Ça me fait plaisir parmi vous. Je m'appelle Debra Cohen et je suis chef de l'exploitation de ce nouvel organisme. Nous avons été créés il y a 2 ans et demi seulement, effectif de Santé Canada, et nous sommes issus de la prise de conscience fédérale, provinciale, territoriale du fait qu'il nous fallait une approche différente de la planification de notre personnel de santé à long terme. Traditionnellement, si nous travaillons dans ce domaine depuis plusieurs décennies, il y a des cycles d'abondance et de disette, compte tenu de toutes les réalités politiques, économiques et autres. Et notre difficulté dans un système fédéré consiste en partie à garder le cap et à tâcher de nous éloigner de ces cycles de famine et d'abondance dans la mesure où nous le pouvons. Euh, Notre organisation soutient les gouvernements, les employeurs, les universitaires, bref, la le collectif qui cherche à faire progresser ce domaine et qui détient un levier de changement. La réalité, c'est que Wendy a parlé des défis. Ce dont elle parle, ce sont les problèmes de santé sont un problème qui est en apparence insoluble, un problème qui résiste aux solutions. Aucun organisme ne peut le régler seul. Alors, comment nous pouvons co-concevoir, chacun actionnant son propre levier? Je parlais un petit peu plus tout à l'heure. euh, bon, l'une des approches en tant qu'organisation, c'est de se rendre compte que le changement et la transformation euh, exigent 2 ingrédients. Tout d'abord, une base de données probante excellente. On a besoin de tous ces éléments pour créer le changement. Mais nous savons que les données probantes seules ne suffisent pas pour susciter le changement. Ensuite, le leadership en matière de gestion du changement. Il faut donc innover et co-concevoir parce qu'il n'y a pas d'organisation qui peut à elle seule concevoir la solution pour régler le problème. Voilà les éléments autour desquels nous nous orientons et quand nous songeons au personnel de santé formé à l'étranger, bien sûr, ce problème fait partie d'un problème beaucoup plus vaste et beaucoup plus insoluble. Il faut que nous y songeons dans la manière dont nous soutenons donc nos pipelines et nos mandats axés sur l'équité pour les professionnels de la santé formés à l'étranger. Et cela s'inscrit dans la situation globale au niveau de la fidélisation, euh, de l'offre intérieure. Il s'agit donc des grands problèmes sur lesquels nous nous concentrons. Oui, je suis heureuse que vous ayez soulevé la question de la fidélisation. Donc, je vois qu'il y a déjà des commentaires qui arrivent. Félix dit, on parle seulement des infirmières, mais et les médecins. Bon, nous avons quelques programmes axés sur le personnel infirmier au Canada, mais nous pensons tous à toute la gamme de personnel de santé, y compris les préposés aux soins de la personne, les médecins, les euh, médecins adjoints, les pharmaciens et toute la gamme. J'ai particulièrement apprécié le fait que vous parliez de la fidélisation, parce que je voudrais passer à la deuxième question. Nous allons peut-être procéder par ordre euh, inversé. Bon, oui, il y a peut-être des occasions de perfectionnement, mais
Il y a donc, on entend parler de cela il y a 30 ans. Il y a 30 ans, ma mère m'en parlait. Ce n'était pas un nouveau problème. Alors, on sait que cela varie d'une province à l'autre. Est-ce qu'il y a des provinces qui progressent de façon audacieuse dans ce domaine, qui sont non seulement au recrutement, euh, alors donc, où sont les pratiques exemplaires dont nous pouvons tirer des leçons? Eh bien, on se concentre sur la fidélisation et le recrutement. La réponse est oui, oui. Pendant la pandémie, le Canada se concentre énormément sur le recrutement de nouveaux personnels de santé, mais il y a des fuites dans le système. On a oublié de s'assurer que l'environnement soit favorable et les encourage à rester. Si, si vous avez des fuites, il y a vous travaillez en pure perte. Il faut travailler sur les deux niveaux. Une ou deux anecdotes rapides sur une ou deux provinces au niveau de ce que nous faisons. Par hasard, ce sont les infirmières, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'innovations différentes dans l'ensemble du pays pour d'autres professionnels de la santé. La Nouvelle-Écosse et le Manitoba, après la COVID, pratiquement toutes les provinces et territoires souffraient d'une pénurie de personnel infirmier. C'était l'un des problèmes les plus actifs dans le système. Donc, on a commencé à surveiller comment les provinces allaient commencer à résoudre ces problèmes un peu différemment. Je crois que ce que la COVID nous a appris, c'est que nous devons travailler ensemble. La collaboration est essentielle. Donc, en Nouvelle-Écosse et au Manitoba, on s'est mis en devoir de régler le problème de recrutement de personnel infirmier en travaillant avec le gouvernement, les régions, les employeurs, les établissements d'enseignement et les régulateurs. Ça a été co-conçu sur la manière de régler le problème et de résoudre la pénurie de personnel infirmier. En Nouvelle-Écosse, on a créé un système dans lequel on essayait de recruter activement des infirmières à l'étranger. Au Manitoba, l'approche consiste à dire nous avons déjà des infirmières formées à l'étranger dans notre système qui ne sont pas employées comme infirmières. Qu'allons-nous faire? Alors voici, quoi qu'il en soit, euh, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire demain et comment on va aller de l'avant? Ensuite, on a dit, bon, euh, euh, ordre professionnel, est-ce que vous pouvez trouver façon d'accélérer le processus de délivrance de permis? On a pu le faire. Troisième mesure, ça a été d'aller de l'avant. Bon, maintenant, nous avons des centaines ou des milliers de nouveaux personnels formés à l'étranger dans le système de personnel de santé. Le problème, c'est devenu, bon, certaines de ces personnes, la majorité, exigent un perfectionnement, une formation passerelle d'une façon ou d'une autre. Alors, plutôt que d'abandonner l'idée de se dire, bon, ça n'a pas très bien marché, non, c'était un ensemble progressif d'idées pour nous demander comment est-ce qu'on peut soutenir nos personnels étrangers qui sont nouveaux et intégrés dans le système. Et il a fallu donc une formation professionnelle, amélioration de la confiance, soutien dans des conseils cliniques, culturels, linguistiques, et également le logement et la formation, la communauté, tous les éléments qui constituent la vie humaine. Un dernier point, on s'est concentré sur les réalités du racisme et de la discrimination dans le domaine. Ça nous gêne de croire que ça existe au Canada, mais ça existe. Donc, mettre au point des plans bien réels pour voir qu'est-ce qu'on va faire quand on constate la discrimination. Euh, le fait de le faire de manière délibérée, ce sont des éléments critiques. Euh, D'équilibrer cela d'une part, et d'autre part, le recrutement et, et la fidélisation, ça a permis, avec beaucoup de succès, d'attirer des infirmières et de les fidéliser. Oui, très bien. Souhail a peut-être des réflexions pour prolonger cela. J'ajouterais que c'est vraiment formidable de voir une campagne de recrutement qui vise à recruter hors du Canada, pas nécessairement de prendre d'une province en faveur d'une autre. Alors, Souhail, qu'en pensez-vous? Et surtout des talents qui existent déjà. Euh, bon, donc nos réflexions
à l'égard de ce dont Deborah a parlé, l'Alberta est un lieu intéressant et une chose qu'on a récemment mise en œuvre, le gouvernement de l'Alberta a mis en œuvre un processus de délivrance accélérée des permis de personnes originaires de 9 pays, Inde, Philippines, États-Unis. Ça représente 96% des, de la population d'infirmières formées à l'étranger. Avec ce processus accéléré, vous pouvez faire vérifier vos titres de qualification et puis ensuite subir votre examen de délivrance de permis et théoriquement, vous, vous êtes une infirmière autorisée. Le défi, ça a été que les employeurs ont des difficultés avec ça. Les employeurs n'ont pas la capacité de former ces personnes venues de l'étranger, par exemple, pour les manières canadiennes de délivrer des services infirmiers, l'étendue de la pratique, les compétences. Donc, on a un groupe énorme d'infirmières formées à l'étranger qui sont autorisées, mais qui ne peuvent pas trouver d'emploi. Alors, dans le cadre de notre projet, pour la reconnaissance des infirmières formées à l'étranger, on ne s'est pas concentré sur les types de qualifications. La plupart avaient les qualifications. On parlait des compétences dont les employeurs parlaient. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être une infirmière au Canada, les compétences exigées dans ce domaine, et puis les compétences, les aptitudes psychomotrices. On parle, on travaille en étroite collaboration avec nos autorités de santé, Alberta Health Services, une équipe fantastique. Et bon, ce sont des personnes qui arrivent à la fin de cette campagne, mais qui ont engagé des centaines d'infirmières récemment en allant à l'étranger et en trouvant de très bonnes candidates, en les soutenant dans le processus d'immigration euh, pour s'assurer qu'elles trouvent des emplois. Là où nous intervenons, c'est que, bon, l'idée euh, à l'origine, c'était de trouver des personnes fantastiques, de les embaucher, on va les amener ici, on va s'assurer qu'elles ont énormément de possibilités de formation. Alors, nous avons délégué une partie de cette formation pendant qu'ils sont à l'étranger, pendant qu'ils font leur bagage. Le temps qu'ils arrivent au Canada, cette passerelle est beaucoup, beaucoup plus courte. Alors ça a très bien fonctionné pour nous et ce partenariat avec les autorités de santé a été extrêmement précieux pour le système de santé. Bon, voilà un gouvernement qui est à l'œuvre. Alors, John, vous avez fait tellement de choses dans votre syndicat. Quelles ont été les questions que vous avez abordées au niveau du recrutement et de la fidélisation, les qualités? Euh, bon, pour rebondir sur bon nombre d'éléments qui ont été évoqués, des différences entre les provinces. Bon, nous travaillons surtout en Ontario. Nous n'avons pas eu la question nous n'avons pas dû gérer. Euh, il faut réduire le double emploi entre les provinces et euh, assurer une plus grande mobilité des effectifs médicaux au Canada. Oui, c'est sûr. Euh, donc, le recrutement à l'externe ou à l'interne pour différentes provinces, il y a quelque chose pour prolonger mes observations initiales sur l'identité de nos membres. On représente 75 000 membres, donc même si on se concentre spécifiquement sur le secteur de la personne, de l'infirmière, nous avons une pénurie d'infirmières, mais nous savons que le Canada a des milliers d'infirmières formées à l'étranger qui ont une expérience clinique fort utile et que dont le système n'utilise pas les talents. Par exemple, pour créer notre passerelle de formation avec le CCF, nous avons fait un sondage auprès de nos membres dans le secteur de soins de longue durée. On a identifié 550 personnes en 48 heures qui sont des infirmières formées à l'étranger, mais qui n'ont pas de permis d'exercice pour différentes raisons. Alors, quand on songe à cette pénurie, cela démontre le potentiel avec un certain changement systémique de permettre à ces personnes de parvenir là où elles doivent être, de réaliser leur plein potentiel dans le secteur de la santé.
nous songeons beaucoup au modèle de progression de carrière pour les professionnels de la santé à l'étranger. Mais pour entrer dans le détail, là où nous devons faire progresser la situation, il faut que les provinces et territoires améliorent la délivrance de permis basés sur les compétences. Si vous demandiez à beaucoup de provinces et territoires, y compris l'Ontario, s'ils délivrent des permis en fonction des compétences, ils diraient que oui. Moi, je ne suis pas d'accord. Dans une certaine mesure, peut-être, mais il faut que cela soit amélioré. Il faut créer des passerelles plus claires et plus transparentes pour les candidats. C'est très coûteux et ça prend beaucoup de temps. Il faut améliorer les possibilités de passerelles et d'apprentissage supervisé. Les employeurs jouent un rôle, mais il s'agit de leur trouver un emploi, d'accord, mais beaucoup de ces personnes ont des difficultés à avoir ces possibilités d'apprentissage supervisé lorsqu'elles ne répondent pas aux exigences de pratique. Et puis, une meilleure intégration au milieu de travail. Euh, donc, comment est-ce qu'on crée des soutiens généralisés pour les aider à réussir? Si on peut continuer à assurer la participation euh, de toutes les parties prenantes et assurer une concertation, je pense que que nous allons réussir. C'est un problème qui est très difficile à résoudre, que personne ne pourra résoudre isolément. Il s'agit pour les parties prenantes de songer à un changement au niveau des systèmes, ce qui pourrait avoir un véritable impact. Oui, vous avez tout à fait raison. J'ai vu Souhail qui bon, la délivrance de permis basée sur les compétences. Bon, les meilleures pratiques exemplaires prometteuses, mais quel est l'équivalent bon, il n'est pas, des fax, par exemple, les médecins ne devraient pas envoyer des ordonnances par fax, mais quels sont les éléments évidents en 2026 dont nous savons de mesures dont nous savons qu'elles sont efficaces, sur lesquelles nous pouvons miser? Vous y avez fait allusion. Si vous voulez intervenir, Souhail? Oui, il y a une chose que je dirais, au moins de notre point de vue, c'est que, bon, la difficulté que nous avons, euh, lorsqu'il s'agit de perfectionner les compétences de la prochaine génération de personnel de santé, c'est l'idée d'une période de supervision clinique. Si vous parlez donc à n'importe quel, pour les infirmières par exemple, est-ce que vous seriez disposé à prendre en charge une personne, un placement étudiant? Je dirais non, je suis surchargé de travail. Alors donc, on a trouvé une sorte de solution. Ce que nous avons fait, en l'absence d'un aussi grand nombre de placements cliniques ou d'heures de placement clinique qu'il serait souhaitable, c'est l'idée de miser sur la simulation. Nous avons demandé et reçu l'approbation pour remplacer plus de 30% des heures de placement clinique par des heures de simulation. Les avantages ont été formidables. Alors, d'abord, on dit, l'acquisition des heures cliniques, mais deuxièmement, quand on réalise un placement clinique, euh, les soins continuent pendant des semaines et des mois. Vous ne touchez rien dans les soins aigus, dans les soins actifs, les soins primaires. Vous ne faites rien dans les soins de récupération. Alors, vous êtes uniquement concentré sur ce domaine. Avec la simulation, vous pouvez avoir une simulation dans les soins continus, vous pouvez avoir une simulation dans les soins actifs et ainsi de suite. Alors ça, encore une fois, ça a été extrêmement utile pour nous, mais cela n'élimine pas la nécessité d'une supervision clinique. Cela s'inscrit dans la solution pour soulager au moins une partie de ce fardeau ou quelques-uns des défis reliés à la supervision clinique. Alors, c'est une observation tout à fait pertinente. Il y a certains secteurs qui se prêtent tout particulièrement à ce domaine. Euh, alors, Debra, il y a un certain nombre de questions qui portent sur, bon, oui, nous avons besoin d'immigration, mais nous avons également des personnes au Canada. Nous avons des Canadiens qui voudraient peut-être entrer dans ce secteur plus jeunes ou plutôt dans leur carrière. Qu'est-ce que vous en pensez à Effectif de Santé Canada?
ce sont d'autres populations qui pourraient bénéficier des opportunités dans le personnel de santé? Eh bien, c'est une question fantastique. La réalité, c'est que nous devons prendre garde avec le discours que nous tenons. Pendant la COVID, le pays a regardé nos personnels de santé devenir des héros. On tapait sur nos casseroles ensemble. C'est la première fois au Canada que j'avais jamais vu ce soutien formidable à nos personnels de santé. Mais au fur et à mesure que la pandémie a progressé, on a vu nos héros devenir épuisés euh, et ont quitté le système. Et maintenant, on agit pour corriger cela. La conséquence imprévue de l'idée que le travail de la santé est difficile et vous amène à vous épuiser et super stressant, c'est que la génération suivante euh, qui arrive dans le système ne voudront pas se entrer dans le système de santé. Ils préféreront des emplois en IA, des emplois dans la technologie, des emplois où ils peuvent euh, dormir la nuit, toute la nuit, chaque nuit. Alors ça, ce sont nos réalités. Il y a beaucoup de choses dont on ne parle pas dans notre effectif de santé, dans la prestation de soins, qui nous inspire beaucoup. Euh, on a vu donc les soins humains, le lien humain, la valeur qu'on tire de l'amélioration des soins dispensés par les personnes, par les êtres humains. Euh, ça, c'est très important, mais on n'en parle pas. Alors, il faut prendre garde à au discours qu'on tient quand on parle à la prochaine génération de ce que c'est que de travailler dans la santé. Un deuxième élément, rapidement, c'est l'importance des données. Euh, c'est tellement facile de créer des systèmes de santé euh, sont disposés de données. John voulait parler de la planification en fonction des compétences. Aujourd'hui, on fait une planification en fonction des rôles. Quand on passe à une planification en fonction des compétences, beaucoup de gens peuvent dire conceptuellement, ça a beaucoup plus de bon sens. Pourquoi ne pas avoir toute une gamme de fournisseurs de santé qui peuvent fournir ceci et puis on peut voir à quoi l'équipe pourrait ressembler dans un lieu donné. Mais les données sont absentes. Qui fait quoi? Qui peut faire quoi? Comment est-ce que vous assurez l'interconnexion? Il faut qu'on songe, tandis que nous nous préparons à instruire la prochaine génération. Comment est-ce que nous éduquons la prochaine génération uniquement en fonction de rôle ou est-ce qu'on leur inculque des compétences mais avec un chevauchement afin qu'elles puissent former de nouvelles équipes de soins au besoin? Ça, ce sont des conversations que nous devons avoir. Ah, c'est très bien. Je voudrais donner à John la possibilité d'intervenir sur cela et puis ensuite je vais faire une dernière série de questions. Oui, je crois que ce sont d'excellents éléments. Une question que je voulais souligner, euh, on en revient à ce que vous dites, Deborah. Bon, je l'ai dit au gouvernement, et ça semble orienté sur la quantité plutôt que la quantité. C'est-à-dire comment est-ce doit faire entrer le plus grand nombre possible de personnes dans le système de la santé pour qu'on puisse annoncer ces chiffres et se sentir bien. Mais ce qu'on voit en temps réel avec nos membres, c'est que le recrutement et la fidélisation, c'est un problème, mais l'un des plus gros problèmes, c'est l'attrition en début de carrière. L'attrition en début de carrière est très élevée, surtout pour les PSP. Dans notre syndicat, il y a 2 ans, environ 50% des PSP vont quitter la profession pendant les 2 premières années. C'est ce qu'on voit parmi nos membres. Il y a différentes statistiques au niveau du gouvernement, mais l'attrition en début de carrière, il y a une lacune en matière de formation. Il faut préparer les gens plus adéquatement à la réalité du travail, que ce soit des simulations. Il s'agit euh, de préparer aux réalités du travail et pas la version idéalisée du travail infirmier ou de PSP. Ça, on doit vraiment
Bon, il y a un autre élément, il faut être plus délibéré au niveau du recrutement des personnes qui conviennent au système de santé. Ce n'est pas tout le monde qui convient. Dans les données, on constate que bon, comment est-ce pour leur bien, le bien du système, le bien des patients, on recrute des gens qui vont convenir au travail, qui vont être heureux dans le travail, qui vont fidéliser. On ajoute des soutiens généralisés, le micro-diplôme et ainsi de suite, tout ce qu'on fait au centre. Euh, mais on aura toujours cette question de problème de rétention et de fidélisation. Et on ne pourra pas régler par financement. Vous pouvez dépenser autant du gouvernement, autant d'argent du gouvernement. Si vous ne comblez pas ces véritables lacunes, vous n'aurez pas l'impact souhaité. Il faut également s'assurer qu'il y a donc des salaires décents pour ce genre de travail. Ça, c'est très difficile. C'est compétent. Il y a un travail très important. Euh, ce sera fondamental. Alors, très rapidement, euh, 92% de femmes, surtout des groupes en quête d'équité. La ségrégation professionnelle dans la santé, c'est généralisé. C'est racisé. Et ça vise à réduire un minimum les salaires et les avantages sociaux. Si on veut que des personnes dans ce secteur puissent subvenir aux besoins d'une famille, il faut en tenir compte, la charge de travail, les salaires. Et si on ne règle pas ce problème-là, on ne va jamais régler le problème général. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Très bien, j'adore la conversation. Il y aurait d'autres questions. Euh, il y en a qui portent, il y en a une sur l'expertise en matière d'IA. Je me suis dit, Wendy, vous en avez parlé dans votre présentation, opportunité de réflexion. Alors donc, en matière de santé, alors j'aimerais bien, dans les quelques dernières minutes, parce que j'apprends à laisser du temps pour que tout le monde puisse remplir euh, est-ce que vous voyez des possibilités? Bon, les Canadiens hésitent un peu. Euh, Est-ce qu'il y a des possibilités euh, dans le cas de l'identification, le cas du secteur, est-ce qu'il y a des possibilités, bon, ou des risques aussi? Commençons par vous, euh, Souhail. C'est une très bonne question. Bon, au niveau des compétences de base, professionnels de la santé, euh, même si nous utilisons l'IA, mais pas spécifiquement pour disons, les compétences cliniques, on l'utilise pour les tâches administratives dans ces domaines, mais nous travaillons avec le système, la façon dont il est utilisé, la façon dont on peut intervenir de façon sécuritaire. Euh, Un autre élément, il y a un produit que nous proposons pour les établissements de soins de longue durée pour l'instant, pour maintenir les compétences exigées par le gouvernement chaque année. Nous utilisons l'IA dans cette plateforme pour auditer les compétences et quand quelque chose change, ça informe donc la plateforme et puis la formation rajustée en conséquence. Même si on ne touche pas nécessairement des personnes euh, dans les services, dans les hôpitaux, c'est une préoccupation de premier plan pour nous et nous travaillons vers cet objectif. Très bien. Euh, John, ensuite, Debra aura le dernier mot. Il y a beaucoup de choses à décortiquer, mais quand j'entends beaucoup de parties prenantes parler de l'IA, il s'agit d'accroître l'efficacité. Il y a un rôle pour cela. Je ne sais pas exactement ce qu'est ce rôle. Un des éléments importants pour nous, gérer donc les professionnels de la santé formés à l'étranger, c'est que
l'un des éléments les plus intéressants, les pratiques exemplaires dans notre programme, c'est notre système de gestion de cas individuels. Il y a une personne qui assure la navigation individuelle. Ça ne peut pas être reproduit par l'IA. C'est intéressant. C'est l'élément le plus réussi, mais aussi avec pour beaucoup de parties prenantes et d'employeurs. Bon, ils en reconnaissent les avantages, mais c'est à forte intensité de coût. C'est ce qui nous permet ce qui permet aux personnes de réussir à travailler plus efficacement. Je ne sais pas encore comment l'IA peut reproduire ça. Hmm, c'est un outil très utile. Il faut apprendre à l'intégrer, mais ce serait une erreur de considérer ça comme une solution holistique à toutes nos difficultés, car cela pourrait très rapidement devenir quelque chose qui devient notre point de blocage le plus important. Je suis 100% d'accord. Et c'est un élément critique et tout ne peut être nécessairement amélioré par l'IA. Alors, Déborah, avec Effectif en Santé Canada. Alors, c'est une réalité qui métamorphose tout. L'IA, ça s'en vient, que ça nous plaise ou non. Euh, L'IA ne va pas remplacer les êtres humains, mais d'améliorer ce que les êtres humains peuvent faire. J'ai entendu une excellente citation. L'IA ne va pas remplacer les médecins, mais les médecins qui n'utilisent pas l'IA pourront être remplacés. Alors, ce sont des facteurs, des outils, euh, des facilitateurs. Euh, Comment est-ce qu'on peut utiliser ces outils de façon capable au niveau clinique pour créer des efficacités? Et comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA euh, nous avons créé un portail numérique Effective Santé du Canada. Vous pouvez vous présenter à ce portail numérique et vous poser n'importe quelle question en anglais ou en français et ça va vous donner une réponse crédible sur ce qui se passe dans le pays en fonction de notre corpus de connaissances crédibles. Ça, c'est de l'information en temps réel dont vous pourriez avoir besoin euh, euh, très rapidement. Maintenant, vous pouvez travailler avec l'IA euh, pour réunir ces informations très rapidement. Il faut reconnaître les limitations de l'IA, mais il faut également garder l'esprit ouvert. Ah, c'est un panel formidable. Nous voulons occuper un temps minimum dans votre calendrier, mais je vous remercie d'avoir apporté votre expertise, votre passion dans cette conversation. J'espère que vous ne soyez pas obligé de voir un médecin trop bientôt. Je rends la parole à Sonia pour le mot de la fin. Merci. Merci beaucoup, Tricia. Merci à tous nos panélistes, à notre conférencière pour une discussion formidable. Et merci à toutes les personnes qui se sont jointes à nous. Ne manquez pas de répondre au questionnaire qui va apparaître une fois que vous quitterez la fenêtre Zoom. Nous aimerions beaucoup bénéficier de votre rétroaction sur ce webinaire. Je vous encourage à suivre le CCF sur nos médias sociaux. Vous nous trouverez sur LinkedIn, Blue Sky. Et je voudrais également citer que nous accueillons un webinaire sur l'IA en milieu de travail. La première semaine de juin, nous avons beaucoup parlé de l'IA aujourd'hui. Alors donc, je voudrais donc souligner euh, cet événement. L'inscription n'est pas encore ouverte, mais ouvrez l'œil. Nous aimerions beaucoup vous y voir. Merci encore une fois et je vous souhaite une excellente continuation.